On dit toujours on n'a pas le temps de faire de la veille, que ce soit sur son produit ou sur les compétences. Est-ce que c'est une atmosphère particulière pour faire du produit ? Et de pas d'attendre d'avoir le mandat pour proposer un type d'atelier. Quelles sont tes missions en plus ? On commence dans le produit, on lit plein de choses et on peut avoir des frustrations de se dire ça n'agit pas de la même façon sur terrain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Audrey, qui est Product Manager chez 5 degrés. Salut Audrey, comment ça va ? Salut Marceline, ça va très bien et toi ? Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Audrey Chanen, j'ai 37 ans. Je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle 5 degrés, où je suis en charge de la practice Product Management. Et je suis en mission actuellement chez Samsung sur la partie expérience client de leur site samsung.com. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le monde du produit ? Alors, moi en fait, j'ai commencé mon parcours professionnel chez Worldline, qui était une ESN, où j'ai fait là-bas du product marketing. Donc je travaillais sur des offres soit de paiement, soit de transformation digitale. Et progressivement, en fait, je me suis intéressée au parcours client qu'on pouvait proposer avec les offres de Worldline. Et ensuite, quand je les ai quittés pour rejoindre un émetteur de titres qui s'appelle Sodexo, là j'ai vraiment travaillé sur des équipes produits. D'abord sur la transformation de la digitalisation du titre restaurant en carte. Ensuite j'ai eu une équipe e-commerce, donc la vente de titres aux petites et moyennes entreprises. Et enfin l'équipe CRM. Et après, je les ai quittés il y a 2 ans pour rejoindre 5 degrés. Tu as toujours travaillé dans des grands groupes. Est-ce que c'est une atmosphère particulière pour faire du produit ? Alors oui, c'est particulier parce que les grands groupes, par rapport à des startups qui sont récentes, elles se sont pas en général construites sur un produit. C'est-à-dire que tu vas prendre avec tout le legacy qu'il y a sur la marque, sur l'ADN de cette entreprise. Et parfois le produit physique qui va avec. C'est-à-dire que, par exemple, Sodexo, j'avais, au-delà du site e-commerce ou du CRM sur lequel je travaillais, j'avais le produit physique qui était la vente de chèques restaurant ou de chèques cadeaux ou de chèques CESU. Donc, quand en général t'es sur un grand groupe, là par exemple chez Samsung, je travaille sur un site e-commerce, mais donc moi mon produit c'est le site e-commerce, il y a une vente de produits physiques derrière. Contrairement à, tu vois, tous les groupes, toutes les petites entreprises qui se sont construites autour d'un produit, tu vois, comme Spotify, comme Netflix, où t'as que le produit digital en premier, même si derrière t'as le média qui est diffusé, mais le produit c'est construit en même temps que l'entreprise. Donc je pense que c'est ça la différence fondamentale, c'est le legacy et l'ADN de la marque que tu dois faire rentrer dans ton produit. Tu m'as dit que tu étais lead practice. Oui. Donc du coup, c'est une double casquette. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes missions en plus ? Bien sûr. Alors, la particularité de 5 degrés, c'est qu'on a organisé en 5 practices. T'as la practice Product Data, la practice Product Development, Product Quality, Product Design et Product Management, celle dont je m'occupe. Donc, moi, je suis en mission. Par contre, consacre quelques jours par mois à la practice, donc je suis pas chez mon client, je suis chez 5 degrés ou chez moi et je fais en télétravail. Et là, j'ai un rôle d'accompagnement des consultants sur leur parcours, sur leur mission, si jamais ils ont des points qu'ils ont envie d'évoquer avec moi, une aide sur une priorisation, l'organisation d'un atelier, les rôles et responsabilités. Et après, il y a tout ce qui est plan de formation que je vais leur proposer. J'essaye de faire des plans de formation globaux parce que comme ça, ça permet de nous rassembler ensemble, mais aussi comment on va les faire grandir individuellement avec un peu l'objectif de les amener vers leur mission idéale. Donc, en général, on essaye aussi de proposer à nos consultants d'avoir des side projects, c'est-à-dire que en plus de leur mission, s'ils veulent travailler sur un sujet, c'est proposé, c'est pas imposé, mais ça leur permet de développer une compétence qu'ils veulent faire en plus de leur mission.
Donc ça peut aller de création de contenu, ça peut aller de l'aide dans les recrutements, parce que c'est des compétences à avoir quand on veut évoluer dans son parcours. Ça peut aller sur plus de l'événementiel, voilà, c'est vraiment, et en fait c'est assez ouvert. On a même créé des task force à ce sujet chez 5 degrés pour permettre à des personnes, trans practice, de travailler sur des sujets. On a créé la practice no code, on a créé la practice design system. Donc ça permet à des personnes qui veulent en plus animer un petit groupe sur une réflexion particulière de prendre des responsabilités et de gérer un peu une roadmap et des sujets et de faire grandir les autres personnes de 5 degrés. Quand tu es dans une entreprise de conseil, chacun est un peu dans une boîte différente. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour avoir une culture? Est-ce qu'une boîte de conseil peut avoir une culture? Finalement, toi, en tant que consultante, t'appartiens à quelle boîte? T'appartiens plus à Samsung qu'à la boîte de conseil, finalement. C'est vrai que c'est un point hyper intéressant que tu soulèves, c'est vraiment l'enjeu des sociétés de conseil. Depuis toujours, c'est qu'effectivement, tu passes la majorité de ton temps pragmatiquement en mission. Et donc c'est créer ce sentiment d'appartenance au cabinet pour les consultants. Et surtout les épauler, parce qu'il faut, comme tu le dis, parfois on est seul en mission, moi c'est mon cas, mais parfois on a un petit groupe et c'est vrai que c'est plus facile quand t'es plusieurs dans ta mission. Donc c'est pour ça que nous on a vraiment mis en place un système que chaque consultant est accompagné par un triptyque, un contact RH pour tout ce qui est ta vie administrative, tes congés, tes notes de frais, voilà. T'as un contact plutôt commercial qui est la personne qui a la relation avec ton client. Donc ça se joue beaucoup en général au démarrage pour la mise en relation, les débuts, le matériel, ton organisation de télétravail, voilà. Et il y a le practice leader, donc pour la practice product management, moi, pour vraiment ton développement de compétences. Donc ça permet vraiment d'avoir 3 personnes sur lesquelles tu peux te reposer. Et au-delà de ça, on essaye de mettre des temps où on se retrouve. Donc tu vas avoir vraiment de l'événementiel pur, des after work. Là on va avoir la soirée de fin d'année bientôt, et justement des temps de formation. Là on vient de faire un cursus de formation toute ma practice avec une journée en présentiel, et puis on a fait 3 ateliers à distance, mais avec quand même du travail de groupe pour qu'ils puissent passer du temps ensemble et justement confronter leurs différentes expériences et s'enrichir. Qu'est-ce que tu as appris sur le produit récemment? Alors, j'ai envie de te dire, j'en apprends tous les jours, mais il y a vraiment 2 sujets en ce moment sur lesquels j'aime bien me renseigner, j'aime monter en compétences. Donc il y a l'intelligence artificielle qui est un peu un sujet incontournable. ChatGPT vient de fêter sa première année, donc je m'y intéresse parce que déjà au quotidien c'est des petits trucs qu'on peut faire plus rapidement, c'est quand même un peu des petits coups de pouce, et en plus pour rester à la page par rapport à ce qui va se passer à l'avenir. Et sur l'éco-conception, moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse aussi. Je pense qu'on peut vraiment avoir un impact en tant que product management sur notre façon de concevoir nos produits, et donc c'est un sujet que j'aime bien suivre, que ce soit sur LinkedIn, en article ou en podcast. On va passer à la partie 2 sur la vision produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Moi je dirais de faire de la veille produit. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un métier où on partage beaucoup. On partage en plus les succès, les échecs. Et comme en plus c'est un métier très riche, c'est-à-dire il va y avoir à la fois tout le cadre de product management, les différents frameworks, mais aussi toutes les soft skills qu'il est intéressant d'avoir, de savoir prioriser, savoir dire non, savoir faire des communications impactantes. C'est vraiment d'organiser sa veille. Et c'est assez facile, parce que dès qu'on commence à suivre 2-3 personnes sur LinkedIn qui elles-mêmes vont suivre d'autres personnes et repartager leurs posts, on peut vraiment se constituer un peu sa veille. Et moi j'ai un conseil à donner dessus, c'est consacrer 20 minutes par jour. Ce qu'on dit toujours, on n'a pas le temps de faire de la veille, que ce soit sur son produit ou sur les compétences. Mais moi c'était un conseil qu'on m'avait donné, consacrer 20 minutes par jour à un sujet, c'est rien.
et ça permet de démarrer un projet ou de mettre en place ses routines. Et puis au fur et à mesure, la routine se met en place, elle s'agrandit, le time de 20 minutes s'agrandit si c'est nécessaire, mais en tout cas voilà, c'est une bonne petite routine. Et la deuxième chose, quand on commence dans le produit, on lit plein de choses et on peut avoir des frustrations de se dire ça n'agit pas de la même façon sur terrain. C'est de proposer et de tester, de pas d'attendre d'avoir le mandat pour proposer un type d'atelier, de faire par exemple des OKR ou des choses comme ça, de se dire à chaque fois je propose, testons, voyons si ça marche ou pas, mais voilà, de pas hésiter à le faire, parce que c'est vraiment comme ça qu'on avance. Du coup, tu lis quoi en ce moment ? J'aime bien le podcast Clé de voûte et le podcast du ticket aussi, qui sont assez variés en termes de contenu, à la fois des interviews, à la fois des sujets par thématique. Récemment, t'as aussi le format newsletter qui est pas mal revenu, et c'est pas mal parce que ça permet vraiment de retrouver facilement du contenu, et comme t'as pas mal de créateurs de contenu sur LinkedIn qui s'y sont mis, il y en a quelques-uns que j'arrive à suivre, comme il y a Claire Van de Voorde, j'espère que j'écorche pas son nom, qui parle pas mal d'éco-conception, et ça c'est j'aime beaucoup sa newsletter aussi. Et puis après t'as un peu les grands pontes du produit, comme Marty Kagan, comme Bruce McCarthy. C'est toujours intéressant de temps en temps lire leur contenu, et en plus en anglais, donc ça permet de varier un petit peu. Comment réduire la maintenance de son produit et en tirer parti ? Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème ? Alors, quand tu m'as contacté, moi j'avais envie de te proposer un sujet qui est un peu moins abordé dans l'univers produit et apporter une valeur ajoutée, parce que je trouve que c'est une super initiative, ton calendrier de l'Avent, mais donc voilà, je voulais pas faire de la redondance. Et parce que dans mes missions, c'est un sujet que j'ai eu à traiter sur je pense mes 3-4 derniers postes. Et je pense vraiment qu'on peut mieux vivre la maintenance de son produit, parce que c'est en général quelque chose qu'on vit douloureusement ou qu'on n'aborde pas. On parle beaucoup de lancement de nouvelles fonctionnalités, mais on en parle moins. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'en discuter, toi et moi. Et du coup, sur quels critères tu réduis la maintenance de ton produit ? Est-ce que comme Google, vous lancez des produits et s'ils ne sont pas utilisés, vous les réduisez la maintenance ? Ou est-ce que tu as une roadmap maintenance ? Ah, moi je dirais en fait, c'est imbriqué. En fait, le suivi de la maintenance, c'est dans mon pilotage au quotidien de mon produit. Parce que la maintenance, c'est de l'insatisfaction à tous les niveaux. Au niveau de tes clients, au niveau de tes utilisateurs, au niveau de tes stakeholders, et même au niveau de ton équipe, et plus elle passe de temps à traiter la maintenance, moins elle en a pour faire des nouvelles fonctionnalités. Donc en fait, on a tout intérêt à le suivre. Et en plus, c'est quelque part une façon de prendre le feedback aussi de tes utilisateurs et de tes clients. Donc moi, c'est pour ça que le sujet est assez intéressant, et que de la même façon que je te parlais d'une routine veille, je pense que c'est important d'avoir une routine maintenance pour justement prendre régulièrement la température, déjà parce que aussi tu la traites, et aussi pour à chaque fois te dire comment je vais pouvoir la réduire, identifier tes premiers pain points et voir comment tu peux les réduire. Et de la même façon que tu vois, on peut parler d'un MVP pour une nouvelle fonctionnalité, tu peux toujours sur des fonctionnalités qui t'amènent de la maintenance trouver déjà des petits patchs, les premiers pansements qui vont pouvoir traiter, et puis après voir avec tes équipes comment tu vas pouvoir les corriger et l'intégrer au fur et à mesure de tes sprints en fait. Donc pour moi, c'est un travail de fond. Ça doit pas être quelque chose qu'on met sous le tapis et qu'on ressort, parce qu'en général c'est pas bon quand on le ressort, ça nous pète un peu à la figure. Tu me parlais d'éco-conception. Est-ce que pour toi, maintenance et éco-conception, c'est deux choses qui vont ensemble ? Je pense que c'est un point, l'éco-conception, que j'essaye de prendre dans la conception de mes fonctionnalités, parce que on pense toujours éco-conception à quelque chose de très vert, mais c'est voir à quel moment ton produit consomme ou pollue ou
en tout cas fait du mal, et voir comment on peut agir. Donc ça peut être sur la conservation des données ou la conservation des pièces. C'était quelque chose qu'on avait abordé quand je travaillais sur le CRM, de limiter la durée de conservation des pièces, par exemple, ou limiter la conservation, gérer ta conservation de données. Là, je travaille plus sur de l'e-commerce, donc ça va être comment, dans les fonctionnalités qu'on met en place et dans les process, on peut réduire l'impact carbone, le gâchis. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais c'est au moment où tu fais ta conception de fonctionnalité, te dire comment est-ce que en plus à ce moment-là, je peux faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible pour la planète. Sur quels critères vous dépriorisez une maintenance? Alors, je pense qu'une maintenance, tu peux la mesurer de plein de choses, de plusieurs façons. Le coût qu'elle te représente, le temps qu'elle prend aux équipes qu'elle traite, le volume ou l'impact sur le client. Tu vas souvent mesurer sur l'impact du NPS, le Net Promoter Score, c'est la note de satisfaction de tes clients. Et en fonction de ça, c'est dans le même jeu de priorisation de ta roadmap, tu vas pouvoir, ou du moins au niveau de tes sprints, te dire quelle est la valeur pour moi ou pour mon produit de corriger cette maintenance. Donc je pense que de la même façon, c'est un alignement avec l'équipe. Moi je conseille souvent de faire des points maintenance avec ton équipe. Alors c'est pas forcément des gros points, ou c'est pas forcément tous les sprints, mais c'est bien de temps en temps de se poser une demi-heure avec l'équipe, de savoir ok c'est quoi aujourd'hui nos plus gros points de maintenance, parce que souvent c'est ton équipe qui va t'amener des propositions en disant on pourrait corriger ci, corriger ça, et après de la même façon tu découpes et tu vois comment tu peux l'intégrer, et ça peut être après quelque chose que tu vas prioriser avec tes stakeholders. De la même façon que tu priorises une fonctionnalité, de prioriser un correctif, par exemple. Et après, moi j'irais même plus loin, c'est que parfois quand tu as une fonctionnalité qui te prend beaucoup de maintenance ou qui génère une importante insatisfaction auprès de tes clients, c'est dans quelle mesure il était possible de masquer la fonctionnalité, le temps de la corriger, mais en tout cas de réduire l'insatisfaction ou les problèmes techniques qui ont derrière, le temps de la remettre au propre et de ressortir une nouvelle version. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'Avent. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Merci à toi déjà pour cette initiative. Ça va occuper avec le petit bonbon quotidien du calendrier de l'Avent. Non, le mot de la fin, c'est surtout justement, moi le conseil que je donnerais, c'est quand vous concevez un produit ou une fonctionnalité, pensez à la maintenance que vous pourriez générer avec, et comment vous pouvez l'éviter, ou du moins comment vous pouvez y répondre. C'est en fait comme ça que vous allez en fait réduire la charge qu'il y aura derrière. On n'arrivera jamais à zéro, mais elle peut être mieux vécue en anticipant ces points-là, par de la formation, par le contenu qu'on va mettre à disposition de ces utilisateurs, surtout quand on est en phase de MVP, et après comment on va organiser le traitement de la maintenance derrière. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.